Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov l'avaient prédit. Et aujourd'hui, les faits leur donnent raison. L'Occident avait un plan, une stratégie bien rodée pour affaiblir la Russie, mais ce plan a échoué. Malgré les sanctions, les pressions et les manœuvres politiques, la Russie tient bon et désormais une nouvelle étape s'ouvre. Qui est réellement en difficulté aujourd'hui? Pourquoi les dirigeants européens semblent-ils paniquer? Accrochez-vous car ce que vous allez découvrir va complètement C'est changer votre pourquoi perception de maintenant, la situation. nos négociateurs qui ont été présentés par le président Poutine à Riyad ont rappelé toute cette histoire aux collègues. Et ils ont dit que, compte tenu de la liste, y compris de l'Ukraine, mais de toute cette histoire de la mer Noire, eh bien, ils voulaient qu'il n'y ait pas de système à double sens. Ils ont rappelé également que en 2023, nous sommes sortis de l'initiative Ukraine, qui avait été rappelée par le président Erdogan déjà deux ou trois fois, et il avait même demandé notre soutien il y a une année pour simplifier l'initiative sans inspection physique des navires qui transportaient des engrais, des céréales russes. Et même nous étions même prêts à ça. Ensuite, au dernier moment, Erdogan a dit que Zelensky voulait se mettre d'accord sur le fait qu'on ne frapperait pas les infrastructures nucléaires. Le problème, c'est que c'est Zelensky lui-même qui frappait les sites nucléaires. Mais il y avait eu cette proposition de Kiev et nous nous étions mis d'accord là-dessus, avec des mécanismes de vérification. Donc nous avons accepté toutes les demandes du président Erdogan, y compris la demande que Erdogan a transmise Zelensky. Nous avons dit oui. Et après, Erdogan a appelé Poutine et a dit non, finalement, Zelensky a changé d'avis. Et si vous changez d'avis, compte tenu du fait que chaque fois que quelqu'un ou que l'Ukraine se met d'accord sur des éléments à des moments tout à fait historiques, sans issue sur le champ de bataille, et dès qu'il y a une pause, tout de suite, en une semaine ou plus, lorsqu'il y a une par exemple, il change d'avis. Alors maintenant, nous avons besoin de garanties et de mécanismes de garantie fiables qui fonctionnent concrètement. Comme Poutine l'a dit il y a quelques jours lors de sa conférence de presse avec Loukachenko, il a dit qu'il était en faveur de l'initiative du président Trump pour la déclaration d'un moratoire sur les frappes avec non pas de 30 jours, mais sur un moratoire sur les frappes contre les infrastructures énergétiques et également sur la mer Noire. Poutine a dit, nous sommes d'accord, mais nous devons nous assurer qu'il n'y a pas de provocation, que ce soit à Soudja, alors, par exemple, les frappes sur Soudja, on nous a accusé on a accusé la Russie, alors que c'est notre territoire et que c'est notre propre approvisionnement énergétique. Donc c'est pas possible de faire une telle chose, de même qu'il n'est pas possible d'utiliser le consortium du gazoduc de la mer Caspienne qui intéresse le Kazakhstan, les États-Unis et l'une des stations donc de Kropotkin
eh bien, vous voyez que les dégâts qui ont été faits là-dessus, eh bien, ne peuvent pas être de notre fait, puisque, encore une fois, eh bien, l'Europe occidentale se trouve privée de pétrole, en tout cas une grande partie, à cause du fait que à cause du régime de Kiev. Nous sommes en faveur d'un examen, donc nous ne voulons pas de frappe contre les infrastructures énergétiques, c'est pas dans notre intérêt, et nous voulons renouveler un accord acceptable pour tous s'agissant de l'initiative de la mer Noire. Nous en avons discuté comme priorité à Riyad. Notre position est très claire, je l'ai dit. Nous voulons que le marché céréalier et des engrais soit prévisible, que personne ne tente de faire des distorsions sur ce marché. Nous voulons bien sûr une concurrence loyale, mais nous voulons une sécurité alimentaire pour les pays d'Afrique, pour les autres pays du sud et de l'est de la planète, avec sans qu'il y ait un jeu occidental qui consiste à provoquer des distorsions de concurrence. Mais tout ceci serait beaucoup plus fiable si les Occidentaux ne jouaient pas avec les libertés. Mais comme je l'ai dit, nous avons besoin de garanties précises, et ces garanties, malheureusement, nous avons une triste expérience. Et à cause des ordres de Washington, Zelensky et son équipe font tout et son contraire. Et il me semble que nos partenaires américains l'ont compris. Ils comprennent que seul Washington peut parvenir à des résultats positifs pour un arrêt des actes contre les infrastructures qui ne sont pas liées au complexe industriel, parce que l'Europe est passée par une autre voie maintenant. Durant Napoléon, la période Napoléon, la période Napoléon, la période Hitler, que ce soit la guerre de Crimée, ils ont décidé, c'était fait pour infliger une défaite stratégique à notre pays. Et maintenant, ils sont passés par autre chose. Ils ont impliqué l'ensemble des pays européens. Alors, les pays européens ne se battent pas contre nous sur le territoire ukrainien, mais sans eux, il y a longtemps que l'Ukraine aurait été défaite. Et la vie de ce régime nazi serait déjà terminée. Mais pour ce qui est des armes ukrainiennes, il y a deux dirigeants, Starmer et Macron, avec le soutien avec les pays baltes qui ne sont pas très solides. Il n'y a pas que des questions qui concernent l'Ukraine, mais ils disent qu'il y aurait une coalition de ceux qui pourraient garantir la sécurité de l'Ukraine après le cessez-le-feu. Et il y a ici deux missions sur la frontière, à la frontière de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc une première mission et une deuxième mission qui viendrait des pays du Sud, l'Inde, des pays d'Afrique et même la Chine. Donc cela constitue une incohérence politique, mais
souhait de retenir la Russie, pas seulement de la retenir ou de la freiner, mais aussi de lui infliger une défaite, eh bien, cette volonté, peut-être je me trompe, mais elle s'est déjà exprimée sous Napoléon, et pour réaliser ses objectifs, ses souhaits, Napoléon et Hitler ont conquis toute l'Europe, et ils ont quelque part modélisé toute l'Europe. Et maintenant, avec l'Europe d'Ursula von der Leyen, ils examinent sérieusement la question de la remilitarisation avec plus de 800 milliards d'euros, dans une situation économique et sociale très difficile, puisque l'administration Biden a décidé de passer à forcer la désindustrialisation, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui exigent de l'Ukraine, d'armer l'Ukraine, donc Macron, par exemple, s'est exprimé sur le fait que l'Ukraine devait entrer dans l'OTAN. Donc tout ceci maintenant dépend de l'administration de Trump, qui, avec Marco Rubio, avec Mike Waltz et d'autres, ont dit que maintenant il y avait des paramètres de réglementation préalables, et il a dit il faut oublier l'OTAN, il faut même pas mettre cette question sur la table, parce que Biden a fait des erreurs colossales, et il n'a pas écouté la Fédération de Russie, parce que lorsque nous avons dit que nous avions des menaces inacceptables, Waltz a dit de la même manière que et Steve Witkoff aussi, ils ont dit que les questions territoriales étaient la clé, parce que les territoires où il y a eu des référendums, eh bien, avaient toujours été des territoires russes, langue, religion, tradition, et les personnes veulent être associées à la culture russe. Et le régime de Kiev, lui, a légalement entériné la possibilité d'éliminer tout ce qui est de russe. Et le président Poutine l'avait dit, il faut cesser les livraisons d'armement à Kiev. Et l'Occident dit non, on ne procède pas à une suspension de ces livraisons, nous continuons. Regardez, il a été dit, et Trump et mon équipe l'a dit, il y a des tabous, mais il faut parler des territoires. Il ne s'agit pas ici de superficie de terrain, mais des gens qui y vivent et qui se sont prononcés et qui ont dit qu'ils voulaient que leur avenir soit lié à la Fédération de Russie. Et il s'agit ici, sur tous ces points, Zelensky lui-même, en insultant Trump à la Maison-Blanche, et ensuite parti à Londres, où il était accueilli comme un fils bien-aimé, et ensuite qui a fait tout un tas de déclarations, notamment en repoussant la question territoire, et qui a dit « donnez-nous tout ». Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vous avez interdit tout ce qui est russe, notamment l'Église canonique orthodoxe russe, les médias, l'enseignement. Et donc il y a des projets de loi maintenant pour interdire l'usage du russe pendant les récréations à l'école, alors qu'il s'agissait que des cours avant. Et ils veulent faire revenir les citoyens qui ont dit « nous sommes russes » et les faire revenir au sein de la Russie. Et c'est des gens qui voudraient être fiers d'appartenir aux deux États, mais aujourd'hui, ils veulent les éliminer.
Et dans cette situation, le résultat, c'est que l'Europe non seulement a une fausse analyse de ce que fait Trump et son équipe sur l'OTAN, mais l'Europe veut aussi s'asservir. Zelensky, ils veulent mettre en place des forces de maintien de la paix. Il ne s'agit pas, en fait, ici, en tout cas, la partie qui est contrôlée actuellement par le régime de Kiev et qui contrôlera à un moment des accords. Il faut absolument se l'attacher à soi. C'est les Français, les Anglais qui veulent faire ça. Et personne ne parle du fait que sur cette partie de l'Ukraine et l'autre partie qui va revenir à son berceau historique, les droits des Russes, des minorités nationales en matière d'enseignement et dans tout le domaine culturel, et quand le reste de l'Ukraine, si effectivement il se maintient sous une forme ou une autre, sera pris sous l'autorité de troupes de pays de l'OTAN, quel que soit le pavillon brandi, en tout cas, ils vont dire qu'ils veulent restaurer la démocratie sur ces territoires. Nous allons remplacer personne ne dit de supprimer les lois russophobes. Et donc ces forces de sécurité ne feront qu'entériner le régime néo-nazi avec cette interdiction de tout ce qui rappelle de près ou de loin les racines russes de ce pays qui en fait est apparu grâce à la Russie. Les faits sont là. Malgré toutes les tentatives de l'Occident pour affaiblir la Russie, le plan a échoué. Les sanctions économiques n'ont pas fait plier Moscou, l'isolement diplomatique n'a jamais réellement eu lieu, et sur le terrain, la situation ne s'est pas déroulée comme prévu pour ceux qui espéraient une défaite rapide de la Russie. Pire encore, cette stratégie s'est retournée contre ses instigateurs. L'Europe vacille sous le poids de ses propres décisions et les tensions internes ne cessent de s'intensifier. Alors que va-t-il se passer maintenant ? L'Occident va-t-il persister dans une impasse ou revoir sa copie avant qu'il ne soit trop tard ? Une chose est sûre, la Russie n'a pas dit son dernier mot et les prochains mois seront décisifs pour l'avenir du monde. Si cette analyse vous a interpellé, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour suivre les prochains rebondissements. Car une chose est certaine, cette histoire est loin d'être terminée.